Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Streaming World. Aujourd'hui, on va parler de deux séries d'animation qui ont commencé, deux séries qui ont commencé et bientôt finies pour certaines, et deux films live que je suis parti voir au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Alors, être passionné, c'est être fan. C'est parti, générique. Streaming World, chaque semaine ou presque, je te fais une petite sélection des sorties cinéma ou des séries sur les plateformes de streaming ou des séries d'animation ou des films live, pareil. Donc là, cette fois, on va attaquer direct. On va commencer par le premier animé qui est sorti là, qui était avec une attente impatiente. Ça fait presque un an qu'on attendait ça. Enfin, la suite est arrivée. Je commence avec le premier animé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Dr. Stone? Donc, Dr. Stone est aussi connu sur le nom de Dokuta Sutone, également utilisé en Dr. Stone, est un shonen manga écrit par Rishiro Inagaki et décidé par Boshi. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha le 6 mars 2017 au 7 mars 2022. La version française est publiée par Gana depuis avril 2018. Une adaptation et une série télévisée d'animation est produite par TMC Entertainment et diffusée entre le 5 juillet et le 13 décembre 2019. Une seconde saison sera diffusée entre le 14 janvier 2021 et le 25 mars 2021. Et la troisième saison qui a débuté le 6 avril 2023. Tout simplement. Donc Taiju est un lycéen comme les autres qui raconte à son meilleur ami Senku, un génie des sciences, qu'il est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzu Ira, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années, alors que le jeune homme s'apprête à lui déclarer sa flamme. Une lumière brillante verte apparaît dans le ciel et transforme toute l'humanité en statue de pierre lorsque Taiju réussit finalement à se libérer grâce à l'emplacement où il avait mis son meilleur ami Senku. Il se retrouve face finalement à se libérer grâce à l'emplacement où il a mis son meilleur. Il se retrouve face à un monde complètement différent où la nature a repris ses droits, mais il n'est pas seul à s'être réveillé. Son ami Senku, qui l'a précédé de son éveil, lui annonce que 3700 ans se sont écoulés depuis le mystérieux événement de la pétrification. Ensemble, ils vont devoir allier les compétences scientifiques exceptionnelles de l'un des aptitudes physiques de l'autre pour sauver les 7 milliards d'êtres humains encore pétrifiés à découvrir l'origine de cette catastrophe. Alors l'œuvre empile d'explications procédés scientifiques afin d'arriver à la réinvention, à la construction d'objets ou des technologies perdues, telles que la création du savon, de la poudre à canon ou encore des antibiotiques. L'œuvre ne cesse d'essayer d'expliquer les processus chimiques et physiques afin de recréer des inventions passées, toujours de plus en plus complexes, au fur et à mesure de l'avancement de l'œuvre, bien que ce dernier ne soit pas terminé. Voilà, donc en gros, je sais pas si t'as compris, on va faire un petit résumé rapide. C'est un mec, c'est deux mecs de lycéens normal, lambda, qui sont pétrifiés pendant 3700 ans. Il y en a un, c'est un génie des sciences, et l'autre, c'est plutôt l'aspect physique. Ils décident de s'allier pour raviver toute l'humanité. Et du coup, tu as des explications scientifiques pour créer n'importe quoi, le savon, la poudre à canon, enfin bref, une maison, la bouffe, le blé, le pain. Et c'est un animé, il est génialissime. J'adore cet animé, c'est un de mes animés préférés du dernier moment, qui avait fait un carton déjà. La première saison et deuxième saison étaient phénoménales de ouf. D'ailleurs, il me semble qu'on en a déjà parlé dans une autre émission.
il me semble. Et du coup, si tu ne l'as pas encore découvert, elle est disponible aussi sur Netflix, elle est disponible aussi en Blu-ray pour la saison 1, je crois, qui est une tuerie, mais sans nom, quoi. C'est juste une magnifique. Les premiers épisodes de la saison 3 est vraiment énormissime. Moi, j'avais attendu avec impatience l'épisode de téléfilm spécial pour annoncer la saison 3, qui est arrivé le juillet de l'année dernière. Donc, du coup, c'est enfin lancé. Et les 2 premiers épisodes sont juste énormes, tu sais, t'as même pas besoin de savoir plus parce que tu sais que tu vas kiffer quoi qu'il arrive. Et du coup, là, en fait, Senku, il a décidé de créer un espèce de bateau pour aller découvrir le monde et aller voir ce qui se passe dans le monde entier pour savoir est-ce que c'est partout pareil, est-ce que vraiment la Terre est vraiment pétrifiée, et du coup essayer de réanimer tous les humains et surtout son meilleur ami qui se bat durant la 2e saison, dont je te spoilerai pas, je te dirai pas plus, hein, si tu l'as pas vu, je vais te laisser avec ça. Et du coup, franchement, ce manga est juste magnifique. En plus, le nouveau personnage Ryotse, qui est un navigateur de Orfèvre, qui est genre l'homme le plus avide au monde, ça veut dire en gros il veut tout, et juste tuerie avec le duo avec Senku, mais c'est drôle à souhait, et puis en plus t'apprends des choses hyper intelligentes, c'est hyper bien détaillé, c'est hyper facile à comprendre, et franchement c'est tout du bonef, et franchement c'est un manga, il mérite tous les louanges, parce que c'est une tuerie sans nom. Donc du coup, si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 20 sur 20 direct, sans hésiter. Voilà, on passe à la suite. Donc, le 2e animé était la star que je t'ai plus ou moins teasé durant le petit intro, le petit générique. C'est enfin arrivé, ça y est, c'est parti. Le fameux manga qu'on attend depuis 1 an maintenant. La suite, il y a eu déjà 2 films déjà. Il y a eu un film live et un autre film qui était juste un lancement de la saison 3 de ce manga juste magnifique, une tuerie. Je crois que tu as dû sûrement deviner. C'est bien sûr Demon Slayer, je parle, ou Kimetsu no Yaiba. D'ailleurs, on a eu déjà plusieurs occasions d'en parler durant des émissions de Ciné Sensei. C'est devenu un peu notre invité récurrent, on va dire, parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent sur Demon Slayer, c'est juste une tuerie. Et du coup, c'est un type shonen, genre action-aventure, dark fantasy, drame, Jidaigeki, Negetsu, surnaturel, combat, démon, épéiste. Donc je vais pas te rêver le manga de ça, light novel, parce qu'on en a déjà parlé. On va aller directement sur la saison 3, si tu veux bien. Du coup, qu'est-ce que c'est Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer est connu au Japon sous le nom Kimetsu no Yaiba. La lame tueuse de démons est une série de mangas écrite et dessinée par Koyaru Kotege. L'histoire sur le péripétie de Kamado Tanjiro qui recherche un moyen de rendre à sa petite sœur Nezuko de nouveau humaine après sa transformation en démon par le vilain pas beau Musen, un démon ancien, enfin depuis des années il est là, il fout le bordel. Donc du coup le manga est pré-publié sur le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha entre février 2016 et mai 2020 et compile au total 23 tomes. Une première version française est publiée par Panini Manga en août 2017 et en janvier 2018. Le sous-titre Les Rôdeurs de la Nuit, une nouvelle édition sous le titre actuel par le même éditeur, pareil depuis septembre 2019. La série est adaptée en animé par le studio Ufotable sous le titre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. La première saison était composée de 26 épisodes, diffusée initialement entre avril et septembre 2019 et adaptée la première saga, l'évolution de Kamado Tanjiro. Elle est suivie d'un film d'animation intitulé Le Train de l'Infini, qu'on a déjà parlé d'ailleurs dans un ciné sensei qui s'appelle Mugen Train. Est sorti en octobre 2020, une réadaptation du film en 7 épisodes diffusés à partir de octobre 2021, tandis que la 2e saison de la série d'animation, adaptant l'arc du Quartier des Plaisirs, est diffusée depuis décembre 2021 à février 2022. Une 3e saison adaptant l'arc du village des forgerons est prévue pour avril 2023. Un jeu vidéo aussi sorti, nommé Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, qui est aussi disponible sur la chaîne SPJ. Je te laisse la découvrir, le gameplay, qui se fait un moment déjà qu'il est sorti, qui s'appelle Inokami Chronicle, est également sorti en octobre 2021. Donc déjà ça passe, il y a énormément de temps qui sont passés. Du coup, l'histoire est simple, c'est dans l'ère féodale du Japon, l'ère Taisho. Tanjiro Kamado est le premier enfant d'une famille de marchands de charbon dont le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, vend du charbon et du bois au village de contrebas de la montagne, malgré les difficultés de la vie. Réussit à trouver un peu de bonheur dans leur quotidien, un jour à cause de rumeurs qui circulent à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traîne dans les parages. La nuit tombe, il est obligé de passer la nuit chez un bon samaritain du village. Seulement tout bascule à son retour lorsqu'il détecte, grâce à son odorat,
Élysée une forte odeur de sang. Il se précipite alors chez lui et il retrouve sa famille massacrée. Et Nezuko, l'une de ses petites sœurs, est bien qu'inconsciente. La seule survivante de Tanjiro l'emporte donc avec lui pour tenter de l'amener chez un médecin qui pourrait éventuellement la soigner ou la sauver. Elle reprend cependant conscience et en chemin, étant devenue elle-même un démon, attaque son frère, mais finit tout de même par montrer des signes d'émotion et de pensée humaine. C'est à ce moment qu'intervient un pourfendeur de démons du nom de Gyu Tomioka, chargé d'éliminer le démon sévisse dans la région. Alors qu'il tente de tuer Nezuko, Gyu se rend compte d'un comportement singulier de cette dernière qui a eu de chercher à dévorer son frère, tenter de s'interposer pour empêcher le pourfendeur de s'en prendre à Tanjiro qui l'avait dédié afin de la sauver alors qu'il n'avait aucune chance, blablabla, ainsi que de la laisser en regagnant son sabre. Enfin bref, ouais, tu m'as compris, on en a déjà parlé de toute façon. Donc sur les conseils de Gyu, Tanjiro se rend chez son maître Sakoji Urokodaki pour s'entraîner et devenir un pourfendeur de démons afin d'entamer son périple pour tenter de trouver un antidote pouvant rendre à nouveau humaine la petite sœur, chose que de mémoire homme avec les connaissances médicales actuelles est dans l'état impossible, tout en prétendant les humains et les démons ainsi que de retrouver le démon responsable du massacre de sa famille et la transformation de Nezuko pour se venger. Voilà. En gros, bon, c'est un sacré synopsis, hein, c'est assez long, mais bon, là, c'est un résumé de toute la première saison. T'as l'évolution de Tanjiro en tant que pourfendeur. Dans la saison 2 et Mugen Train, ça t'installe les fameux piliers qui sont un peu les chevaliers d'or des pourfendeurs des démons. Et la saison 3, du coup, c'est la suite directe de la saison 2. Ça reprend direct dans la saison 2, du coup. Tanjiro a ébréché son sabre est un peu abîmé. Donc du coup, il décide de se joindre au village des forgerons pour réparer son épée. Et c'est là que commencent les nouvelles aventures de Tanjiro, où il aura rencontré d'autres personnages et d'autres démons qui sont aussi des lunes supérieures. D'ailleurs, il en a tué déjà 2 ou 3, je crois. Et du coup, là, on va retrouver des nouveaux ennemis et des nouveaux adversaires et des nouveaux alliés. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Demon Slayer est le meilleur manga du moment, on va pas se mentir. C'est parmi les meilleurs avec Dr. Stone et j'en passe. Ils sont classés très rapidement en numéro 1. Les films, à chaque fois qu'ils sortent, c'est un carton total au cinéma. C'est l'une des meilleurs films d'animation qui a été le plus rentable au Japon à l'heure du sortie du Mugen Train. Donc voilà, t'as tout compris. Ce manga est une référence. D'ailleurs, il est sur Netflix, il est sur Crunchyroll, il est sur Amazon, il est partout en fait. Et à chaque fois qu'il y a un événement Demon Slayer, c'est blindé de ouf. Moi, quand je suis parti voir l'avant-première des 2 premiers épisodes, j'en avais déjà parlé durant un Ciné Sensei, la salle était blindée, il y avait de l'ambiance, c'était génialissime, et franchement, c'était magnifique à souhait. Donc, je vais pas en dire plus. Voilà. C'est juste pour t'annoncer que là, le 2e épisode est sorti aujourd'hui, enfin hier plutôt, et du coup, donc, tu peux découvrir la saison avec le film et les premières saisons sur Crunchyroll en intégralité, et qui vaut vraiment, vraiment le détour. Alors, hésite pas, et vas-y, va les voir, quoi, parce que c'est une tuerie, tout simplement. Voilà, comme Dr. Stone, c'est des 20 sur 20 direct. Donc, c'est parti pour notre première série de la semaine Streaming World, que je vais appeler Donjon Ciné ou Ciné Donjon. Donc, tu dois avoir le titre, hein, tu l'as déjà vu en intro, forcément. Du coup, la saison 3 de The Mandalorian sera notre star de cette semaine. Hein. On va dire que voilà, on est quasiment à la fin de cette saison 3. D'ailleurs, The Mandalorian, ça fait déjà plusieurs fois que j'en reparle dans des émissions. On a eu un spécial Star Wars univers. On a déjà fait parler la saison 1, la saison 2, c'est comme Demon Slayer, c'est devenu des stars récurrents qui reviennent régulièrement chez Ciné Sensei parce qu'on aime bien en parler. Il y a plein de choses à dire et du coup cette saison 3 arrive bientôt à son terme, il ne reste plus qu'un seul épisode. On a déjà 7 épisodes de disponibles sur la plateforme Disney+, donc si tu ne l'as pas déjà vu, ça veut dire que tu t'es perdu dans la galaxie ou je sais pas où. T'as été dans une très très lointaine galaxie parce que c'est juste la meilleure série de l'univers Star Wars pour moi avec Obi-Wan Kenobi qui a été sorti en plateforme de streaming. D'ailleurs, c'est parmi les meilleures séries du moment. Et du coup, alors, The Mandalorian est sorti à partir du 1er mars 2023. Bien sûr, je parle de la saison 3, au 19 avril 2023. C'est-à-dire, le dernier épisode sera diffusé ce mercredi, quand l'émission Ciné Sensei sera disponible sur YouTube. Voilà, tout simplement. Alors, la troisième saison de The Mandalorian est constituée de 8 épisodes et créée par Jon Favreau, qui est bien sûr le réalisateur phare de la série The Mandalorian, et d'ailleurs
Heureusement qu'il était là, c'est lui qui a sauvé un peu les séries Star Wars, hein, on va pas se mentir. Sans lui, les séries Star Wars n'auraient aucune saveur, aucun goût. Merci à John, hein, je vais pas te dire le contraire. Alors la série se déroule à l'an 9 après quoi? Bye. Après l'épisode 6, d'accord. Ok, après l'épisode 6 du Retour de Jedi. Donc c'est l'an 9 après l'épisode 6 de Le Retour de Jedi, c'est mieux. Et en 4 après Bye, d'accord. Le 25 ans avant le réveil de la Force. Donc c'est 25 ans avant le réveil de la Force. Et juste après l'ère du Retour de Jedi. Ok. Non, 34 ans après, d'accord. 34 ans après le réveil de la Force. Et 4 ans après le Retour de Jedi. Oh, c'est compliqué les gars. Hein. Donc bref. Et du coup, la série de films Star Wars et l'histoire raconte les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Il protège et s'occupe d'un enfant nommé Grogu, qui est aussi connu sous le nom de Baby Yoda, qui est sensible à la Force, qui est même un Jedi, maintenant on le sait, qui a réussi à s'échapper durant l'Ordre 66 et qui est de le même protégé et s'occuper la même espèce que Yoda, excusez-moi, qui est la même espèce que Yoda. Enfin, Grogu est la même espèce que Yoda. On va y arriver. Sans sa compagnie, il mène une nouvelle quête pour retrouver son statut de Mandalorien qu'il a, selon le credo de son clan, perdu en retirant son casque. Il doit pour cela se rendre sur la planète de Mandalore qui a été totalement détruite, que l'on dit empoisonnée, aidé par Bo-Katan, Kryze. Il parvient à réintégrer son clan, puis à aider cette dernière à tenter de réunifier l'ensemble du peuple mandalorien. Donc elle commence sur Disney+ avec l'épisode L'Apostat, diffusé le 1er mars 2023. Les épisodes sortent en rythme d'un épisode par semaine jusqu'au 19 avril. Elle n'est pas la suite directe de la saison 2, mais la mini-série Le Livre de Boba Fett qui se déroule entre les deux saisons. Voilà. Donc du coup, le synopsis, c'est depuis que Grogu est revenu à ses côtés, Din Djarin voyage en sa compagnie. Il est informé que par l'armurier mandalorien, la seule façon de lui redevenir un mandalorien, après qu'il soit devenu un apostat, en retirant son casque volontairement, et d'aller se baigner dans les eaux sacrées d'une mine de la planète Mandalore. Sa planète a été littéralement pulvérisée et s'est rendue impropre à la vie au cours d'une guerre passée face aux forces impériales. Mais Din Djarin décide de s'y rendre coûte que coûte. Après moult péripéties, il parvient avec l'aide de Bo-Katan, Kryze, qui lui sauve la vie, à se baigner dans les eaux vivantes et réintégrer son clan. Il va ensuite accompagner Bo-Katan dans son parcours et l'unification de tous les peuples Mandalore, tout simplement. Donc voilà, j'étais un peu beaucoup spoil de la saison, hein, mais c'est pas grave, hein, de toute façon la plupart des gens l'ont dû la regarder ou pas encore. Donc en gros c'est juste on va dire une résurrection de Din Djarin, hein, qui a perdu son honneur. Alors donc toute la saison elle tourne autour de ça. J'ai pas spécialement surkiffé la saison 3. J'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que bon, je trouve qu'elle est un peu mou, on va pas se mentir, elle est même très très mou. Mais bon, après, c'était forcément logique qu'on apprenait un peu plus enfin sur les origines de Mandalore et des Mandaloriens, des deux clans qui s'opposent, avec les clans qui peuvent retirer leur masque et ceux qui ne le peuvent pas, en gros, pour résumer. Et donc, ils ont mis beaucoup en avant Bo-Katan, qui est l'héritière du clan Mandalore, grâce à les fameux sabres noirs, que tu connais peut-être ou tu connais pas. Donc, dans la série d'animation Attaque des clones, tu apprends que c'est bien Bo-Katan qui était l'héritière du trône. Donc, du coup, c'est logique qu'elle est mise plus en avant et que grâce au sabre noir, elle essaye de réunifier le clan Mandalore qui est dispatché, enfin qui est en dissolution totale. T'as deux clans qui s'opposent et du coup ils essaient de les réunifier pour s'opposer à des mercenaires et surtout l'ennemi de la saison 1 qui est revenu et qui fout le bordel en gros. Et tout doucement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à préparer l'épisode 7, hein, tout simplement, on va pas se mentir, on y approche tout doucement, j'ai vu, je l'ai senti. D'ailleurs, l'ennemi approche, hein, on va dire, le premier horde arrive tout doucement, et du coup, ça commence à être bien, bien sympa. Donc, on va voir la saison 4, ce que ça va donner, parce que c'est sûr qu'il y aura une saison 4, et maintenant, en plus, avec le D23 de Disney, a été annoncé qu'il allait y avoir un film The Mandalorian qui sont avec les personnages de la série, donc je suppose c'est le film qui va clôturer la série, je pense, parce qu'ils vont s'arrêter là, je pense, ils iront pas plus loin, parce qu'ils ont plein de projets Star Wars, donc je vois pas l'intérêt de continuer, hein, ça serait trop chiant, je pense. Peut-être y revenir plus tard, pourquoi pas, ou dans d'autres films, ça serait sympa. Pourquoi pas, ça serait logique. Et du coup, la saison 3, bon, elle est à demi-teinte. C'est intéressant du côté des origines de Mandalore et de tous ces, de son camp dissocié avec Bo-Katan et tout, c'est vraiment intéressant. Après, en ce qui concerne le personnage de Din Djarin, il se passe pas grand chose, quoi. C'est juste qu'il a récupéré son honneur et puis voilà, basta, quoi. Maintenant, on va voir les finales, qu'est-ce qu'il va donner. Peut-être le final va nous rapporter plus de réponses qu'on le pense, et là, ça serait peut-être bien.
Et qu'est-ce que je pourrais dire bon, j'apprécie plutôt la série, j'avoue que c'est une bonne continuité de la saison 1 et 2. Voilà, j'ai pas plus de choses à raconter. Si j'avais une note à lui mettre de cette saison 3, bah, je lui mettrais un petit 15. Peut mieux faire, voilà, on va dire 15, pas mal, mais peut mieux faire. Mais intéressant sur certains points. Voilà, ce que j'apprécie, une émotion spéciale, c'est qu'il y a eu un épisode vraiment what the fuck, qui était génialissime. Il me semble que c'est l'épisode 6, je crois, de la saison 3, si tu ne l'as pas vu. Corrigez-moi si je me trompe. Et en fait, on avait en tant que guest, la première fois que Star Wars a invité des guests, on avait Jack Black et Christopher Lloyd qui sont juste énormes, hein. Déjà Bowser avec Jack Black en train de cartonner et le légendaire Christopher Lloyd qui joue le docteur Emmett Brown de la saga Retour vers le futur, qui est juste ouf dans l'univers de Star Wars. Moi j'ai surkiffé de les revoir, surtout que ça collait de ouf à l'épisode. L'épisode il est vraiment génial, il est what the fuck. Et j'avoue que cet épisode-là, mention spéciale, respect total, j'avoue, kiff total. Donc si t'es un gros fan et un gros geek comme moi, bah forcément tu vas surkiffer cet épisode-là. Sinon après la série, comme je t'ai dit en tout, demi-teinte. Voilà, on passe à la suite. Alors, la deuxième série dont on va parler, qui est sortie récemment sur le plateforme de streaming Paramount+, depuis le 26 mars 2023, pour pas que je te dise de bêtises, hein, je regarde. Ouais, je crois que c'est ça. Yes. Du coup, c'est une série télévisée. Création, c'est Glenn Ficarra, John Reca. Les acteurs principaux sont Kiefer Sutherland, le légendaire Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer, hein, forcément de la série monumentale 24 heures chrono, qui est aussi une série légendaire, qui est une des meilleures séries d'espionnage action que j'ai vues depuis toute ma vie. Hein. Franchement, j'en ai pas vu d'autres. Hein. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à faire mieux que 24 heures chrono, je suis désolé. 24 heures chrono était un phénomène à l'époque, et du coup, le grand retour de Kiefer Sutherland dans une série, c'était pas mal du tout. J'avoue que j'avais hâte de voir cette série. Meta Golding, Henning Graman et Rob Young, donc pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, et nombre d'épisodes, il y en a 8 au total, et en sachant qu'il y en a déjà en France, il y en a 4 qui sont sortis, et bien sûr il en reste encore 4, donc on est à la moitié. Voilà, donc ça va durer entre 44 minutes et 56 minutes, donc presque une heure, hein, comme d'hab. Série de production, c'est Saptic Film et Entertainment 360 et CBS Studio. Et bien sûr, diffusion Paramount+, si tu l'as pas, malheureusement, tu ne pourras pas les regarder. Ou peut-être après par la suite, hein, qui sait. Ou il faut prendre un abonnement, comme tu fais. Moi, j'ai fait le test grâce au test Paramount, des fois qu'il y a sur les box. Ça m'a permis de regarder et commencer la série. J'ai pas vu tous les épisodes, j'en ai vu que 3 pour l'instant. J'espérais voir les autres, mais bon, malheureusement, la promo est terminée. Donc Rabbit Hole est une série télévisée américaine de 8 épisodes d'environ 50 minutes créée par Glenn Ficarra et Joe Reca, diffusée le 26 mars 2023 sur Paramount+. Voilà le synopsis. Donc en gros c'est un mec d'une société bizarre en fait qui est Jack Bauer est le patron en gros de cette société qui est embauché pour faire en gros manipuler des entreprises pour leur faire tomber dans un piège et du coup leur faire du chantage pour arriver à ses fins, et tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, pour justement que les sociétés plient à leurs exigences, en gros. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est pas dans le même registre que la série 24 heures chrono, il a changé de registre, ça peut être cool, pourquoi pas. Du coup, il y avait un petit prix, un coup de vieux, hein, on va pas se mentir. Kiefer Sutherland n'est plus le Jack Bauer d'avant, on va pas se mentir. Il est moins de scènes d'action, mais qui est plus dans une psychologie, en fait, c'est plus psychologique. Tu vois que le personnage est un peu, il a un lourd passé, du coup, qui a des ombres, des pardons qu'on ne sait pas tout de lui. On sait qu'il est un peu parano sur les bords. Donc je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de trop spoil. Et puis jour au lendemain, il est embauché pour une mission de son meilleur pote en gros. Et du coup, il tombe dans un piège. En fait, il est piégé, il est recherché par tout le monde parce que justement, il y a un mec qui en veut à sa peau et du coup, ils ont monté un piège de toutes pièces pour faire tomber Kiefer Sutherland. Enfin, le personnage de John, parce qu'il s'appelle John dans la série, et non pas Jack. Ça change, hein. John à Jack, c'est pas la même chose. Et du coup, John fait tout pour s'innocenter et trouver le coupable qui essaie de faire tomber Jack Bauer, quoi, tout simplement, Kiefer Sutherland. Donc voilà, c'est pas non plus une série de ouf, mais qui est pas mal du tout, qui se regarde au niveau espionnage, au niveau trame, au niveau tension. On est un peu en mélange entre du Jason Bourne et du Mission Impossible, enfin bref, un peu d'entre les deux, 24 heures chrono, bon, il t'a dit vite fait. Forcément, moi j'ai toujours cette étiquette de Jack Bauer qui colle à la peau de Kiefer Sutherland, c'est compliqué. Il a déjà essayé de faire 2 séries qui n'ont pas forcément fonctionné, une sur Netflix et l'autre, je ne sais plus où elle est sortie. Il a même fait un film qui avait un personnage aussi de
d'agent secret, enfin bref, c'est un personnage qui lui colle assez à la peau, forcément, à cause de la série 24 heures chrono, mais la série Rabbit Hole, on peut dire que dans son point de vue originalité, est plutôt pas mal, est plutôt réussi. J'avoue que je suis assez satisfait de ce que j'ai vu, les 3 premiers épisodes sont plutôt bons. Maintenant, est-ce que cette série sera aussi monumentale que 24 heures chrono? J'y crois pas du tout. Mais ça peut être une bonne série si t'as Paramount Plus et tu voudrais regarder un petit truc sympa, voilà, pour mater ça. Voilà, si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 12 ou un 13, pas plus, 14, pas plus, parce que j'ai vu que 3 épisodes, j'en ai pas vu assez. Mais bon, dans sa globalité, est plutôt pas mal, au niveau espionnage, au niveau thriller, au niveau action, ouais, il y en a un petit peu, pas des masses. En même temps, Jack Bauer, il est plus tout jeune, hein, forcément, donc Kiefer Sutherland, je vais y arriver. Et plus tout jeune, hein, forcément, il peut plus faire des scènes d'action à tir-larigot, hein, c'est plus très crédible. Donc voilà, très bonne série, je veux bien voir la suite où ça va aller. Hein, moi, je suis curieux d'aller voir où ça va aller, et puis bah, bon, on se retrouve pour les films, c'est parti. Donc, le premier film que je vais te proposer et je vais te parler avec une petite critique sans trop spoil, c'est un film qui est sorti récemment sur Amazon Prime Video, qui s'appelle Opération Fortune russe de guerre, qui est réalisé par Monsieur Guy Ritchie, qui est un réalisateur génialissime, il est énorme. Tu connais pas Guy Ritchie, forcément tu connais rien, je suis désolé de te le dire. Je vais te dire des films et tu vas me dire ah ouais si je le connais. Bah Sherlock Holmes déjà, les 2 Sherlock Holmes, que ce soit le premier ou le deuxième. Il a fait Gentleman, il a fait Aladdin, il a fait Snatch. Il a fait tellement de films génialissimes que ce mec-là, c'est un tueur total. Hein. C'est un Anglais, il fait des films assez british, ça sent bien de toute façon dans les délires. Et là, on a scénario, c'est Guy Ritchie, Ivan Atkinson et Mark Darvis. La musique, c'est Christopher Bensedid. D'ailleurs, les acteurs principaux sont Jason Statham, d'ailleurs, qui joue pas mal de fois avec lui. D'ailleurs, il a fait aussi un film avec Jason Statham qui s'appelle Un homme en colère, qui est aussi disponible sur Amazon Prime, je crois, vidéo. Voilà, par exemple, c'est aussi du Guy Ritchie, si tu connais pas. Du coup, c'est aussi Aubrey Plaza, Carrie Elwes, tu as Bugsy Malone, tu as aussi Josh Hartnett et tu as Hugh Grant qui est notre star de cette semaine, qui est rien que lui et 2 films pour lui déjà dans notre émission. C'est vraiment assez drôle. J'ai 2 films avec Hugh Grant cette semaine, donc c'est assez cool. Du coup, la société de production c'est FTX Film et Miramax AZ Celtics Film, États-Unis, Chine, enfin bref, espionnage hein, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est Opération Fortune russe de guerre? C'est un film multinational réalisé par Guy Ritchie et sorti en 2023. Il sort en janvier 2023 au cinéma dans certains pays avant de connaître une sortie limitée dans les salles américaines avant une diffusion mondiale sur Prime Video. Donc, l'histoire est simple en fait, c'est Jason Statham qui s'appelle Orson Fortune, est un espion britannique du MI6, est contraint de faire équipe avec des membres d'autres agences étrangères, et même avec une vedette hollywoodienne, l'acteur Danny Francesco, qui est joué par Josh Hartnett, qui est plutôt pas mal. Ils vont devoir mettre fin à un dangereux trafic d'armes organisé par le milliardaire Greg Simon, qui est joué par Monsieur Hugh Grant, qui est pas mal du tout. Et du coup, un gangster ukrainien parvient à voler à Odessa un appareil connu sous le nom de la Clé. Sa valeur est estimée à près de 10 milliards de dollars. Le gouvernement britannique engage Nathan Jasmine pour récupérer l'artefact avant que le marchand d'armes milliardaire Greg Simon ne puisse se vendre au plus offrant. Nathan engage le super espion Orson Fortune pour diriger une équipe composée notamment de l'américaine Sarah Fidel et le jeune Gigi Davis. L'équipe se rend à Madrid à la recherche du coursier destiné à transporter le disque dur contenant des données du Handle, enfin de la fameuse clé. Leur recherche est interrompue par un rival de Nathan qui semble également avoir été embauché pour récupérer l'artefact. Sarah parvient à copier le contenu du disque dur en premier. Apprenant que Simmons prévoit d'organiser un gala de charité à Cannes, l'équipe décide d'infiltrer en faisant chanter la star de cinéma préférée de Simmons, Danny Francesco. On va juste s'arrêter là, hein, ça ira très bien, voilà, tout simplement. Du coup, c'est un film d'espionnage, tout simplement, et du coup, ils vont se servir de l'acteur pour essayer de retrouver cette fameuse clé, qui est, le méchant est un fiend de cet acteur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau film Guy Ritchie? C'est dans la même continuité de tous les films de Guy Ritchie, espion, action. Jason Statham fait du Jason Statham, hein, il casse des bouches à tout le monde, il casse des bras, donc c'est plutôt pas mal. Josh Hartnett était un acteur que j'aimais pas spécialement, mais dans ce film-là est plutôt sympa, parce qu'il joue le rôle d'un acteur lambda.
Voilà, un peu les clichés de stars, qui étaient plus assez drôles. Hugh Grant, je l'ai trouvé mention spéciale, parce que Hugh Grant aussi, c'est un acteur que j'ai pas spécialement d'affinité avec lui, mais je trouve que là, dans ce rôle-là de vilain, il est plutôt bon. C'est un escroc, c'est un blindé, mais voilà, il a ce côté petit charmeur, enfin bref, à la British, quoi, c'est plutôt pas mal. Je l'ai trouvé plutôt sympa à regarder, c'est pas un film de ouf, c'est pas une histoire de ouf. Je vais pas trop t'en spoil, parce que j'ai pas envie de trop gâcher, parce qu'il y en a plein qui vont vouloir le voir, peut-être. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah regarde-le, fais-toi ta propre opinion. Si je te donne un avis, c'est que moi j'ai apprécié le film, voilà, je peux te dire qu'il est plutôt bon. Il est plutôt réussi, il est bien réalisé, bien filmé, les scènes d'action sont sympas. Jason Statham, bah, toujours masterclass, hein, on va pas se mentir. Hein. Cet acteur-là, il continue à faire ce qu'il sait faire, hein, donc voilà. Bon, il a toujours ce rôle qui lui colle à la peau du mec costard, genre à la Fast and Furious, à la transporteur, costard cravate, bien habillé, bien truqué, soigné, enfin bref, qui casse des bouches. Donc voilà, il a toujours ce rôle de Jason, qui a un peu cette étiquette qui lui colle à la peau, c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. Hein. Donc voilà, c'est pas un film de ouf, mais ça reste confortable à regarder un vendredi soir, ou un samedi soir, ou un dimanche, quand t'as rien à faire. Si j'avais une note à lui mettre, ouais, je mettrais un 12 ou un 13, pas plus. J'avoue que Guy Ritchie est un réalisateur de génie, hein, il arrive toujours à te pondre des scénarios de ouf, et là, franchement, bah justement, c'est un peu du déjà vu, c'est un peu du réchauffé, mais ça se regarde, voilà, c'est sympa à regarder, voilà. On passe au deuxième film. Donc, le dernier film que je suis parti voir au cinéma, et pas des moindres, c'est la star de cette semaine, qui est sorti mercredi dernier au cinéma. C'est bien sûr Donjons et Dragons, l'honneur d'un voleur, hein, tout simplement. Que tu as forcément dû voir déjà les premières critiques de certaines chaînes YouTube, mais Ciné Sensei aime bien décaler parce qu'il aime bien laisser les gens regarder le film avant de le démonter. C'est plus sadique. Donc alors, il est réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Le scénario, c'est Jonathan Goldstein et John Francis Daley. La musique, c'est Lorne Balfe et la société de production, c'est Entertainment One et Sweet Pea Entertainment, États-Unis, Canada, bref, Royaume-Uni, Islande, bla 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 bla, on s'en fout. Alors, du coup, les acteurs principaux sont bien sûr Monsieur Chris Pine, qui joue le rôle du voleur ménestrel, excusez-moi. Tu as aussi Michelle Rodriguez qui joue le rôle de Olga, qui est genre Wonder Woman du film. Hein. J'avoue, j'ai un peu de mal avec Michelle Rodriguez, je vais pas être mégentil avec elle, je vous préviens. Et des autres acteurs plutôt connus, en fait, voilà, tout simplement, je ne vais pas tous les raconter, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs est un film américano-britannico-islandais-australien réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, sorti en 2023. Il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle sur table du même nom, créé par Gary Gygax et Dave Hampson, et d'un reboot de la franchise cinématographique inspiré du jeu après des films à l'accueil mitigé. C'est vrai qu'il y a déjà eu 3 films déjà de Donjons Dragons qui se sont tous ramassés, qui sont sortis dans les années 90, je crois, ou un truc comme ça, ou même 2000, je crois. Et du coup, ils ont tenté de refaire un reboot. Donc du coup, en mai 2013, Warner Bros. Et la société de Courtney Solomon Sweet Pea Entertainment annoncent un reboot de la série des films adaptés du jeu de rôle de table Donjons et Dragons, créé par Gary Gygax et Dave Arneson. David Leslie Johnson Maggie Goldorick est alors annoncé comme scénariste. Cependant, quelques jours plus tard, Hasbro lance des démarches juridiques arguant que leur société développait également un projet en compagnie d'Universal Pictures avec Chris Mogan comme réalisateur et scénariste. En août 2015, un juge américain parvient à un accord que ça soit à trouver entre Warner s'associe finalement à Hasbro en mars 2016. Rob Letterman est annoncé comme réalisateur, toujours avec le script de David Leslie Johnson McGoldrick. En décembre 2017, le projet atterrit finalement chez Paramount Pictures et une sortie pour 2021 est annoncée. Alors, grand fan du jeu, John Maniello poussera pour relancer à participer au projet. En février 2018, Paramount contacte Chris McKay et Michael Grillo pour les postes respectifs de réalisateur et scénariste. En mars, il est annoncé que Michael Grillo procède à des réécritures du script. David Leslie Johnson et Matt Godric, le studio séduit par cette nouvelle version, relance davantage le projet. Et les castings commencent réellement en juillet 2019. Jonathan Goldstein et John Francis Daley sont évoqués comme réalisateurs. En janvier 2020, le duo annonce avoir écrit une nouvelle version du script. En gros, ils ont changé 10 milliards de scénarios, 10 milliards de trucs, de scripts.
En gros, le film, il est sorti finalement en 2023. Comme je t'ai dit, c'est Crispin, l'acteur principal, qui joue le rôle de le voleur ménestrel. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, du coup, on en avait déjà plus ou moins entendu parler de Donjons Dragons durant les premiers films qui n'ont pas été forcément très très glorieux, qui n'avaient pas trop mis en avant la potentielle de ce jeu plateau. Stranger Things avait alors relancé Donjons Dragons avec le vent en poupe, avec leurs méchants, les jeunes héros qui étaient fans de Donjons et Dragons qui jouaient, ils faisaient des parties. D'ailleurs, la dernière saison de Stranger Things, la saison 4, où il y a Vecna qui est juste énormissime, est un personnage inspiré de l'univers de Donjons et Dragons, si tu ne le savais pas. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est un film, j'attendais pas spécialement grand chose, on va pas se mentir. J'y suis allé le voir parce que il y avait un choix à faire. Il y avait Evil Dead ou Donjons et Dragons, et malheureusement j'ai choisi Donjons et Dragons, Evil Dead c'est que partie remise, j'irai le voir, ça c'est sûr et certain, je suis impatient de le voir ce film, donc j'y retournerai forcément, donc du coup je suis parti voir Donjons et Dragons sans a priori, je me suis pas dit ça va être le film de l'année, je me suis pas dit ce film là il va révolutionner le cinéma, je m'attendais à rien, et finalement quand j'ai débranché mon cerveau et je suis parti dans la salle de cinéma, je l'ai trouvé plutôt sympa, assez drôle, assez fun. Crispin est bon, j'aime beaucoup cet acteur, il a fait la trilogie Star Trek si tu connais pas. Michelle Rodriguez, que j'ai énormément de mal avec cette actrice parce qu'elle a toujours du rôle de meuf badass qui meurt et qui revient à la vie. D'ailleurs, dans Donjons et Dragons, ça reproche pas à la règle, elle meurt et elle revit. Voilà, je t'ai lancé un gros spoil, désolé. C'est pas ouf non plus, à souhait, donc voilà. Et oui, j'ai oublié, il y a aussi Hugh Grant, notre cher star de la semaine, j'ai oublié. Hugh Grant qui joue le vilain qui s'appelle Forge dans le film. Et le vilain qui est un voleur tout simplement, qui piège Crispin et sa copine Olga dans un donjon pendant 2 ans, à cause d'une affaire qu'ils ont mis en place ensemble, dont je vais pas t'en dire plus. Ils essaient de récupérer un artefact magique, mais à cause de Forge qui leur tend un piège, il se part en prison pendant 2 ans. Et à la sortie de prison, monsieur Crispin, qui s'appelle je ne sais plus comment dans le film, d'ailleurs ça m'a tellement marqué que je l'ai oublié, du coup décide de tout mettre en place pour récupérer sa fille qui est soi-disant est pris soin par notre ami Hugh Grant mais qui est un gros salaud de base, et du coup il retourne récupérer sa fille, et en gros l'histoire elle commence, et voilà, il y a plein d'acteurs qui apparaissent, bref, le film est sympa, c'est plutôt fun, c'est assez drôle, je m'attendais pas à un truc de ouf, de toute façon comme je l'ai dit au début, les effets spéciaux sont bien faits. La musique est sympa, les combats sont c'est cool, même s'il y a des choses qu'on a déjà vues. J'ai apprécié certains mouvements de caméra de la petite qui est une espèce d'alphelin ou je sais pas quoi, un elfe qui se transforme en animaux, qui était plutôt bien fait. Le jeu des caméras, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien fait. Elle se transforme en ours, en souris, en ver de terre, et après elle se retransforme. J'ai trouvé ça vraiment, l'animation et l'enchaînement plutôt sympa. Tu as un magicien lambda qui est pété au début et qui devient génialissime après, mais je te dirai pas pourquoi et je te dirai pas comment. C'est à toi de les voir maintenant. Et du coup, oui, dans sa globalité, oui, c'est bon. C'est pas le film de l'année, c'est pas un film de ouf, mais dans sa globalité, est plutôt sympa. C'est un film popcorn. Il y avait des gens, ils étaient à fond dans la salle, ils étaient là, ouah, Donjons et Dragons, truc de ouf, ouah. Après, je comprends qu'ils étaient plutôt satisfaits parce que les autres films étaient pourris, donc je comprends que malheureusement, quand t'as 3 films pourris et d'un seul coup t'as un film qui est plutôt correct, plutôt respecté, t'es plutôt content. Donc je comprends tout à fait. Donc voilà, si j'avais une note à lui mettre en tant que pas gros fan de Donjons Dragons, en tant que mec lambda qui connaît pas du tout le jeu de plateau, je lui mettrais un 12 ou un 13 parce que voilà, c'est pas un film de ouf, mais qui est plutôt agréable. Avec un beau paquet de popcorn, voilà, tu tapes un bon film, tu tapes des barres, tu rigoles, et voilà, tu passes un bon moment, et à la fin de la salle, tu passes à autre chose, et voilà, ça passe à autre chose. C'est pas le film de l'année, c'est pas la révolution qu'on attendait, mais c'est plutôt prometteur pour la suite, ils ont lancé un univers qui est plutôt assez énorme, il y a énormément de fans de ce genre de licence. D'ailleurs, j'ai appris que Paramount Plus avait développé une série due au succès du film, donc c'est plutôt positif, ça c'est la Ciné Sensei Info, je peux te la donner. Voilà, Paramount Plus a vu que le vent était en poupe de Donjons et Dragons, donc ils espèrent faire une série qui sera basée sur la suite du film direct. Bon, les acteurs ne seront peut-être pas dedans, mais il y aura une connexion, ça c'est sûr et certain. Et pourquoi pas une trilogie, allez savoir, pourquoi pas, parce que le film est plutôt bon. Il y a du potentiel pour en faire plusieurs, mais même si le film est pas ouf, ça reste assez agréable à regarder comparé à d'autres films qui sont de la merde. Voilà,
tout simplement. Donc j'espère que cette émission t'a plu, oublie pas, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et mets le pouce bleu pour me dire si t'as aimé, ou mets le pouce en bas si t'as détesté, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Ciao.